Donc, on reprend. Désolée pour... hop là. On avait donc remplacé P0 dans notre deuxième équation et on se retrouvait avec cette formule-là. Et le dernier cran, c'est qu'on factorise, puisqu'on a P et P ici des deux côtés de la soustraction. Donc, on peut mettre P ici en factorisation et on se retrouve avec P facteur de E plus lambda T moins 1. Attention, c'est pas le moins 1 de l'exponentielle, hein, c'est le moins 1, c'est pour ça que je mets un espace, il est bien en bas, c'est E lambda T, ça nous donne une valeur, moins 1. Donc ça, c'est la formule théorique. Vous n'avez pas besoin de connaître et de savoir redémontrer cette formule. D'accord? Par contre, il va falloir apprendre par cœur la formule concrète. Et pour l'apprendre par cœur, il est de bon ton de se rappeler comment on l'a trouvé. Donc, on passe justement au grand B. Là, c'était les principes généraux. Grand B, on va, à notre programme, nous avons deux couples d'isotopes pour accéder à la datation des roches. Donc, on appelle ça des géochronomètres puisqu'ils permettent de remonter le temps géologique. La première méthode, on appelle ça la méthode rubidium-strontium. C'est la plus classique et qui peut tomber en épreuve de TP. Donc, le rubidium, c'est le père. Il a comme numéro atomique le 87. Le strontium, c'est le fils. Donc déjà, il ne faut pas se tromper entre le père et le fils. Et il se trouve qu'il a le même numéro, 87 également. Il faut les connaître. Les minéraux qui sont riches en potassium contiennent du rubidium, d'accord, peuvent avoir du rubidium à l'intérieur de leur structure cristalline. Et ceux qui sont riches en calcium peuvent intégrer du strontium. Donc la première précaution, et ça c'est souvent une première action dans un TP, c'est de vérifier que la roche qu'on vous a donnée puisse être datée par cette méthode. Parce que faire des coupes et des analyses au spectromètre de masse, ça coûte cher. Donc dans la vraie vie, hein, les géologues ils vont d'abord vérifier qu'il y a les minéraux susceptibles de contenir le couple de rubidium-strontium. Alors, comment on peut savoir ça? Eh bien, je rappelle que le granit, c'est une roche grenue parce que les minéraux sont jointifs, et que parmi les minéraux jointifs, souvenir de première, hein, je vais vous montrer des diapos que j'ai été rechercher dans mes cours de première, il y a du quartz, de la biotite et du plagioclase. Et comme de par hasard, le plagioclase renferme ici, d'après sa formule chimique, du calcium et la biotite renferme du potassium. Donc, si on a de la biotite et du plagioclase dans une roche, on va pouvoir appliquer cette méthode. Le granit, vous allez l'avoir dans les mains au prochain TP. Il y a du quartz à l'œil nu, ils sont gris. Il y a de la biotite, à l'œil nu, c'est les paillettes noires. Et il y a du plagioclase, ce sont les minéraux blancs. Mais je vous rappelle également que pour être sûr de la composition minéralogique d'une roche, il faut la regarder à trois échelles. Il y a l'échelle de l'œil nu, mais il y a aussi l'échelle des lames au microscope dit polarisant en géologie, où soit l'analyseur n'est pas mis, vous vous rappelez, c'est l'histoire d'une tirette. Alors, il y a un réglage de l'analyseur qu'il faut faire avant, c'est ce qu'on appelle l'extinction, je vous en reparlerai en TP, mais soit on ne met pas l'analyseur, soit on met l'analyseur. Lorsqu'on ne met pas l'analyseur, les minéraux prennent une couleur qui leur est propre. En l'occurrence, la biotite est le seul minéral à être marron. Et lorsqu'on tourne la platine, le marron peut devenir de plus en plus foncé. Les autres minéraux sont incolores et du coup, on ne peut pas les déterminer si on regarde que la lumière non analysée. Mais si on regarde la même lame en lumière analysée, les minéraux vont prendre d'autres couleurs et en particulier le plagioclase va être en code barre. Ici, on appelle ça les macles. Et le quartz, lui, a une couleur très homogène qui va du gris
au noir en passant par le gris clair, mais il n'y a pas de stries et de macles comme ici pour ce feldspath qui est ici au final, où ici aussi on voit des stries, ici aussi on voit des stries qui correspondent à cette région-là au niveau de la lumière non analysée. Donc on est bon. Dans un granit, on a bien de la biotite et on a bien du plagioclase qui sont des minéraux susceptibles d'intégrer le rubidium et le strontium. On reprend l'équation théorique sur laquelle on s'était arrêté. Le fils actuel est égal au fils initial fois le père actuel, E lambda t-1. On est toujours, donc on remplace. Donc le fils, c'est le strontium. Le père, c'est le rubidium. Le problème avec cette équation, c'est qu'on peut mesurer les valeurs actuelles, mais les valeurs initiales ici, on ne les connaît pas. Et le T, on ne le connaît toujours pas. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, on a toujours une équation et on a toujours deux inconnus. Donc, on va faire une dernière manipulation, c'est-à-dire qu'on va utiliser un autre isotope du strontium, qui est le 86. Donc là, alerte, vous ne voyez pas, hein, mais je fais des gros signaux. On ne confond pas le 87 et le 86. Le 87, il provient de la désintégration du rubidium. Le 86, lui, on dit qu'il est stable, coup de fluo. C'est-à-dire qu'il ne se désintègre pas et il ne provient pas de la désintégration d'un autre. Donc, si j'ai une quantité X dans mon échantillon de strontium 86, quel que soit l'âge de la roche, cette quantité n'a pas varié. Et c'est ça qui est important, puisque tous les minéraux d'une roche vont en fait incorporer le même rapport ici de strontium 87 par rapport au strontium 86. Et c'est comme ça qu'on va éliminer cette donnée ici que nous ne pouvons pas connaître. Donc, dans une équation, j'ai le droit, si je divise des deux côtés de l'équation par un même facteur, je peux modifier l'équation. Donc, je divise par le strontium 86 à gauche de l'équation et je divise à droite de l'équation, toujours par cette valeur du strontium 86. Et je me retrouve avec une formule qui a l'air bien compliquée, et pour autant c'est celle que vous devez connaître, qui est le rapport du strontium 87 sur 86, qui est égal à ce rapport initial, petit T0, hein, plus ce rapport par rapport au pair, cette fois-ci, rubidium sur strontium 86, E lambda T-1. Et là, je me retrouve avec en fait une équation d'une droite dans un graphique. C'est-à-dire que ici, j'ai le Y, j'ai le X ici, et ces deux valeurs-là, je peux les mesurer actuellement. Le strontium 86, je ne le connais pas directement, il y a au temps zéro, mais comme on a dit qu'il n'avait pas bougé au cours du temps, le strontium 86 que je vais avoir mesuré actuellement, c'est le même à l'initial. Donc, je connais cette valeur-là du rapport, je connais cette valeur-là du rapport. Et ce qui m'intéresse, c'est le A de Y égale AX plus B. Le B ici, on s'en fiche. Par contre, le A, c'est ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur de la droite. Donc, le principe coup de fluo, je vais mesurer les deux rapports isotopiques, celui-ci et celui-ci, dans différents minéraux d'une même roche, donc différents mica et différents plagioclases. Comme ils n'ont pas tous la même taille, ils ne vont pas avoir la même quantité de rubidium et de strontium. Par contre, tous les minéraux vont suivre la même loi de désintégration radioactive puisque c'est le même couple. C'est là où il y a la subtilité. Donc, chaque minéral, avec des rapports initiaux qui vont être différents, a suivi la même loi de désintégration. Et donc, les coordonnées, parce que Y et X, ça va me donner des coordonnées de points, les coordonnées vont s'aligner sur une droite qu'on appelle l'isochrone,
chronos, c'est le temps, et iso, c'est le même. C'est-à-dire que tous les minéraux vont en fait nous indiquer un même temps qui correspond au temps que je peux remonter depuis la fermeture du système, c'est-à-dire la cristallisation complète. Et cette droite va avoir une pente, et cette pente correspond ici au coefficient directeur de la droite. Donc, dans votre livre, on vous montre ici un premier minéral qui a une certaine quantité de rubidium au départ, une certaine quantité de strontium initial et une certaine quantité de strontium 86. Pareil pour un minéral 2 qui n'a pas les mêmes quantités et pareil pour un minéral 3 qui n'a pas les mêmes quantités. Dans tous les cas, le strontium 86, le vert là, si vous le comptez, il ne change pas. Le rouge disparaît et se transforme en fils jaune. Et donc, on va pouvoir, pour chaque minéral, on va avoir des coordonnées du rapport strontium sur rubidium. Et ces coordonnées vont nous faire des points de la droite. Pourquoi on s'intéresse à la pente? Je rappelle qu'on se casse la tête à faire ça pour accéder au temps. Et ici, il y a le temps. Et là, ça va être super parce qu'en fait, petit a, c'est égal à E lambda t moins 1. Je ne l'invente pas, hein, c'est la formule. Donc, moi, ce qu'il va falloir que je fasse là, c'est que je veux extraire mon petit t, puisque c'est le temps qui m'intéresse. Donc déjà, je vais enlever le moins 1. Je vais dire que exponentielle lambda t, ici, c'est égal à a, et le moins 1, je le mets de l'autre côté, plus 1. Pour enlever l'exponentielle, en mathématiques, on prend la fonction inverse, et la fonction inverse, c'est le logarithme népérien, ln, pas le log log, la log ln, parce que sur un tableur, c'est ln. Et donc, si je fais ln de e, ça s'annule, donc je me retrouve avec lambda t, c'est égal à ln, alors là on n'oublie pas les parenthèses, hein, de a plus 1. Et donc petit t, le temps, enfin j'y ai accès, ça va être le ln de a plus 1 divisé par lambda. Je rappelle que lambda c'est la constante de désintégration, donc on va me la donner, on la connaît. Et le a, en fait je ne le connais pas directement, mais si je trace la droite, je vais pouvoir y accéder. Je continue, ça c'est le point crucial. Le coefficient, petit a, je peux le déterminer de deux façons. Ça dépend si vous avez un sujet à l'écrit ou si vous avez un TP avec le tableur. Si vous avez un sujet à l'écrit qui vous montre un graphique, ici on voit l'isochrone. On a mesuré sur 3 minéraux. Eh bien en fait, souvenir de collège, la pente, si je détermine 2 points, eh bien ça va être YA moins YB divisé par XA moins XB, ici. Donc je vous ai montré l'exemple, hein, et ça, vous le faites sans calculatrice. Le jour de l'écrit, il n'y a pas de calculatrice. Et on vous fera faire des calculs très simples. C'est-à-dire que là, c'est 0,9 moins 0,8 divisé par 50 moins 25. Donc ça me fait 0,1 divisé par 25. Le 0,1, il suffit de le transformer en 100. Moi, pour faire la division de tête, je trouve ça plus simple. Donc 100, il a fallu que je fasse bouger la virgule de 1000 d'un degré 1000. Donc on est à 10 moins 3 divisé par 25. Donc ça me fait 4. 100 divisé par 25, c'est égal à 4. 10 moins 3. Et 4 10 moins 3, c'est 0,004. Si vous voulez retenir quelque chose, dans la plupart, allez, on va dire 99%, on a toujours 2 zéros après la virgule. Toujours. Parce que ça nous donne toujours des âges autour de, vous allez voir, 200, 300 millions d'années. Et donc, on a toujours 2 zéros. Retenez-le. Si vous n'avez pas 2 zéros, souvent, c'est que vous avez mal fait votre calcul. Donc, soit on tombe ici, donc vous remarquerez que c'est quand même pas très précis. Soit, et ça sera l'objet du TP, avec un tableur, on va faire le graphique au tableur, on fait tracer la droite, on fait afficher
l'équation de la droite. Le tableur sait calculer de lui-même y égale ax plus b. Et du coup, il nous donne directement le a. Il suffit de le lire. Alors, par contre, il faut bien paramétrer le tableur. Donc ça, il faudra vérifier que vous sachiez le faire, hein, en formatant l'équation pour qu'elle indique au moins 4 décimales. Ce que je vous ai dit là, 3 décimales, c'est pas très précis. Ici, on peut pas aller plus loin dans la précision. Mais le tableur, il faut qu'il nous donne une 4e décimale. C'est important parce que ça va se jouer à plusieurs millions d'années. Donc, ça serait embêtant. Et donc, une fois qu'on a la valeur, eh bien, on va pouvoir remplacer dans notre formule, et faire le calcul. Là, c'est pour le tableur, hein, 0,0047 plus 1 divisé par lambda. Donc, l'application que je vous demande de faire, s'il vous plaît, c'est dans votre livre, à la page 147, vous avez un granit dont il faut trouver la date. Vous avez toutes les informations dans la page. Ici, vous avez les rapports du rubidium, les rapports du strontium. Donc là, les compétences que vous devez mettre en œuvre et que vous devez normalement maîtriser de la première, c'est de recopier le tableau dans le tableur, de faire le graphique, donc de savoir qui est en X, qui est en Y et de faire le graphique, d'obtenir la droite, de faire afficher l'équation de la droite, de faire afficher les décimales de la pente, et ensuite de faire, et non pas à la calculatrice, hein, vous n'aurez pas le droit à la calculatrice, de faire au tableur, donc dans les cellules, égale, et de taper la formule de votre petit a, de la fonction ln et de lambda. Alors, c'est dans votre livre, mais je vous le donne aussi à l'oral. Lambda, c'est égal à 1,42 10-11. D'accord? C'est la valeur de lambda. À vous de jouer et on verra ceux qui ont réussi vendredi.